Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Angélique Gimnez et Raphaël Defoucault, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, aujourd'hui, dans notre épisode 269, nous allons échanger, Angélique, autour d'une émotion qui se cache au fond de nous, dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant façonne bien nos comportements. Je dirais que c'est une émotion silencieuse et vraiment puissante. C'est la honte. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde. Oui, on va parler, alors j'étais en train de me dire, peut-être du sujet justement qui dérange et dont on n'aime pas parler pour beaucoup de gens, justement. Alors donc cet épisode vient dans la continuité de notre saga sur les émotions, donc je les résume, le 242 sur les émotions, le 246 sur la joie, le 248 sur la peur, 253 sur la colère, 257 sur la tristesse, 261 sur le dégoût, 265 sur la surprise. Et donc là on continue sur ces émotions qui sont un petit peu plus complexes que les 5 émotions de base. Allez, je change de regard. Pour commencer, je voulais te demander comment est-ce qu'on peut définir la honte? Alors, justement, je crois que c'est important, si on veut être puriste, la honte est parfois classée dans les émotions. En réalité, elle est plus souvent classée comme étant un sentiment, donc c'est une émotion plus complexe. Et je vais déjà introduire deux mots. Si on mettait une forme d'émotion associée, ce serait le mépris. Je sais pas si tu te souviens, on avait dit au début, les émotions, elles se voient sur le visage des humains. Et la honte, elle est plus ou moins visible, elle est souvent cachée. Par contre, le mépris, quand on a un regard de mépris sur quelqu'un, on le fait entrer dans possiblement ce sentiment de honte. Donc, il y a l'émotion mépris et qui marche avec le sentiment, le ressenti de honte. On va simplifier. On va quand même le traiter, nous, on a dit, dans la saga des émotions, parce que justement, comme tu l'as dit, elle n'est pas reconnue, cette émotion ou sentiment, peu importe, on n'est pas là pour épiloguer sur le mot, mais justement, comme elle est cachée, il y a besoin qu'on apprenne à la dénicher et à sortir les gens de ce sentiment justement mal connu, mais qui peut effectivement pourrir la vie des personnes et les isoler définitivement. Parce que quand on a honte, soit on essaie de se cacher, soit effectivement il y a des facettes de nous qui se cachent, finalement qu'on ignore. Elles se cachent de tout nous, de tout le reste de nous, et en même temps c'est comme si ça nous amputait d'une partie de nous, possiblement. Donc la honte, elle va susciter une forme d'isolement, de perte. Au fil de la vie, globalement, on peut ne plus du tout se sentir humain, ne plus se sentir appartenir au genre humain. Parce que la honte, elle a cette particularité, finalement, c'est comme si elle nous sortait du sentiment d'être un bon humain. Ok, donc en fait, si je comprends, ce que tu dis, c'est que dans la honte, donc il y a deux facettes, c'est quelque part la honte qui nous ampute d'une partie de nous-mêmes, donc la honte de soi-même, et puis également qui peut nous isoler des autres, isoler de soi-même et isoler des autres. Oui, alors sachant qu'en plus, tu vois on l'a déjà un peu travaillé, comme dans les relations, les émotions, les sentiments nous mettent en lien, possiblement, on pourrait dire avoir honte de soi, parce qu'on a eu un comportement qu'on n'imaginait jamais avoir. On reparlera du coup des valeurs, Raphaël, dont on a parlé, c'est se faire honte, c'est si par exemple quelque chose te tient très 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 à cœur, je crois qu'on avait parlé une fois, je rebondis sur ce que tu avais dit, toi quelque chose que tu détestes, c'est le mensonge, donc quelque chose qui est très important pour toi, c'est que les gens soient francs, qu'ils soient authentiques. Et si jamais un jour tu étais amené à mentir, et ben du coup, possiblement, tu aurais honte de toi-même. Donc tu vois, c'est déjà entre soi et soi. C'est quand on est à l'écart, on a un comportement qui fait qu'on éprouve du dégoût. Parce qu'en vérité, on se retrouve l'émotion dégoût. Et on peut aussi entrer, entre guillemets, dans la honte parce que quelqu'un nous met de côté ou nous dit, mais t'as pas honte d'agir comme si effectivement il nous éjectait du genre humain en disant, ça c'est pas admissible. On va juste faire une aparté parce que je crois qu'après l'idée c'est d'aider la plupart des gens à sortir de ce sentiment, mais globalement, possiblement, on restera dans la même chose qu'avec le dégoût. Il est peut-être important que parfois on ait honte de nos comportements. On tente quand même d'être des bons humains, de faire du mieux qu'on peut, et c'est très dommageable d'avoir honte de soi ou de se sentir mis à l'écart d'un groupe alors qu'on est plein de potentiel et qu'on a le droit à l'erreur. Peut-être que c'est pas honteux qu'on devrait être, c'est juste se sentir un petit peu fautif d'avoir commis une erreur.
à la grande échelle humaine, parce que peut-être que si on éprouvait de la honte, notamment à faire la guerre, à tuer des gens, à certains comportements qu'on évalue comme inadmissibles, hein, si on citait aujourd'hui dans les règles de fonctionnement humain l'inceste et le cannibalisme, hein, par exemple, c'est des grands mots, la honte, normalement, elle serait l'antidote à avoir des comportements qu'on peut qualifier d'inhumains. Donc elle peut servir. Mais la plupart du temps, parce que la plupart des gens qui nous écoutent, on tente quand même d'être des bons humains, de faire du mieux qu'on peut. Et c'est très dommageable d'avoir honte de soi ou de se sentir mis à l'écart d'un groupe alors qu'on est plein de potentiel et qu'on a le droit à l'erreur. Peut-être que c'est pas honteux qu'on devrait être, c'est juste se sentir un petit peu fautif d'avoir commis une erreur. Quel type d'expériences peuvent installer la honte en nous? Le sentiment de honte, souvent, il commence tôt, peut commencer tôt chez les humains, dans le b.a.-ba de notre fonctionnement, c'est-à-dire la difficulté avec notre corps. Il y a beaucoup de honte associée au corps. Quand tu es tout petit, il est évident que tu peux pas faire la même chose que les grands. Voilà. Et par exemple, monter sur un tabouret, ça devient beaucoup plus difficile. Et si les parents, un peu taquins, un peu moqueurs, par inadvertance, se moquent de l'enfant à répétition parce qu'il n'arrive pas à monter sur le tabouret alors qu'il n'a pas les capacités et que lui ne peut pas dire mais non, moi je suis trop petit, j'y arrive pas, eh bien possiblement la honte, elle va être associée à cette incapacité du corps. Ou, je te dis autre chose, aujourd'hui on y fait très attention, mais un petit qui fait pipi dans la classe parce qu'il est, voilà, il est d'un seul coup, il jouait trop et il n'a pas pensé. Tout le monde rit. Il va possiblement avoir honte. Et très souvent, la honte, quand on est jeune, elle va venir effectivement du fait que le corps, il est en incapacité d'être totalement maîtrisé, voilà, parce qu'on ne sait pas tout bien faire. Et si les adultes et les plus vieux se moquent de nous, il y a déjà ce sentiment de honte, ce qui veut dire que la tête, notre propre tête, va avoir honte de notre corps. Et évidemment, quand on avance en âge, il y a un endroit où beaucoup de honte peut se développer. C'est le jour où on se retrouve à nu devant l'autre, mais pas que psychologiquement, on peut dire aussi physiquement, et notamment dans les premiers rapports amoureux. Après, quand on grandit et quand le cerveau est un peu plus, on va dire, construit, la honte, ça vient davantage sur le champ moral dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on fait quelque chose qu'on nous avait interdit fortement, donc possiblement on pourrait même être répudié de la famille, parce qu'on a menti, par exemple, dans une famille où on ne ment pas, ou alors effectivement avoir honte de son propre comportement et renier cette facette de notre identité. La honte, en réalité, même quand je te le dis, je m'en rends compte, elle peut arriver par plusieurs biais. C'est à la fois par le corps, parce que notre corps, au fond, ah oui, il n'est pas glorieux tous les jours, hein, des fois on est en difficulté, et aussi par rapport à ce qui est important pour nous, notre champ moral et les valeurs qu'on nous a transmises ou qu'on a acquises. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec les croyances, ces croyances un peu limitantes qu'on a pu entendre enfant, qu'on a encodées de manière inadaptée, parce qu'il y en a plein qu'on encode de Oui, manière un peu inadaptée. Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien qui peut y avoir autour de ça? oui, complètement. Et notamment, tu sais, on pourrait dire autour des croyances du bien et du mal aussi. Quand on commet des actions, des actes, des erreurs qui portent préjudice à autrui, il est plutôt sain de se sentir coupable. Alors après, si effectivement on a créé quelque chose de vraiment mal qui est réprimandable aux yeux de la loi, d'ailleurs, on peut garder le mot coupable. Sinon, on peut se dire qu'effectivement, on est responsable d'avoir commis un acte qui n'est pas suffisamment bon. On va réparer et effectivement, on est responsable de nos actes. On a commis des erreurs, on a commis des actions préjudiciables. Mais on ne se rejette pas complètement tout, nous, et on n'est pas rejeté de la société. Tu vois, on va ok, on admet, c'est pas toujours facile. J'ai commis une erreur, possiblement un préjudice. Je vais le réparer. La société peut me donner aussi les moyens de le réparer. Ben, je vais payer, entre guillemets, une amende. Voilà, je vais payer quelque chose. Et du coup, après, mon acte est réparé et je vais en apprendre des choses. Dans la honte, finalement, tout est tu, tout est caché. Ou alors c'est tellement fort qu'effectivement on nous met de côté, tu sais, comme à une époque, possiblement les parias, les gens voilà, qu'on répudiait et qu'on jetait au loin des autres, ce qui fait que du coup après, ça n'est pas réparable, on serait bon à jeter, hein, entre guillemets, hein, et ben, derrière, de toute façon, il n'y a pas d'apprentissage possible ni d'un côté ni de l'autre, et ça veut dire qu'est-ce qu'on aurait commis comme acte
qui fait qu'on est répudié du genre humain. Dans les faits, hormis des grandes choses très très délétères, normalement rien n'est honteux. Et surtout pas de pas pouvoir monter sur un tabouret, surtout pas d'être un peu gauche la première fois qu'on a son rapport sexuel, surtout pas parce que exceptionnellement on a menti alors que d'habitude on ne veut pas mentir parce qu'il y avait une situation tellement critique que c'était le meilleur choix possible, tu vois. Donc c'est la mesure entre les deux. Du coup, est-ce qu'on peut dire que quand on se dit je suis trop comme ça, pas assez, trop nul, je suis pas aimable, je suis trop différent, est-ce que quelque part c'est une forme de honte de dire tous ces mots-là? Ben, en tout cas, ça exprime certainement une forme de honte. Et pourquoi je souris? Parce que c'est ce que j'appelle, moi, les monsieur et madame trop trop. Voilà, euh, mais finalement, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Trop gros, trop coloré, trop petit, pas assez. Voilà, finalement, c'est un jugement. T'as vu, on revient quand même en partie par rapport au corps, hein. Alors, par Oui. rapport à quelque chose, c'est je ne peux pas changer ma couleur de peau. Est-ce que je peux changer mon poids? Bah, jusqu'à une certaine limite, hein, parce que tout le monde peut pas être mince et lancé. Et effectivement, on se rejette. Et parce que en toile de fond, la société t'a fait comprendre que si t'es pas tout beau, tout grand, tout mince, eh ben effectivement, t'es moins appréciable. Et ça me permet de dire quelque chose en même temps, je réalise, c'est que la honte, parfois on dit clairement aux gens, ça se fait moins qu'à une époque, mais t'as pas honte. Alors c'est très inadapté et c'est pas élégant du tout. Mais plus subtil que ça, c'est souvent on ne dit rien. Et comme tu dis, on laisse entendre tu aurais des standards et si t'es pas dedans, t'es pas un bon humain. Voilà, t'as pas à te promener sur la place publique parce que t'es trop gros, t'es trop de tête couleur, voilà tout ça. Donc c'est insidieux. Tu disais la honte, elle entre en nous et elle nous mine en silence. Et en même temps, ceux qui nous amènent et ceux qui nous amènent dans la honte, tu vois, donc un excès de normes, notamment par rapport au corps humain, ça se dissipe comme ça aussi, de façon discrète. Je comprends. Et puis derrière, donc tout ce qui touche autour du corps, mais aussi tout ce qui touche autour des valeurs. Et oui, oui, des valeurs. Finalement, si tu penses pas comme tout le monde, si t'as pas les mêmes valeurs que tout le monde serait censé partager, hein, liberté, égalité, fraternité ou d'autres hein, dans un pays, c'est bah possiblement tais-toi. Et puis mets-toi de côté, quoi. Alors qu'en réalité, tout le monde a le droit de séjour hein, sur cette planète et des valeurs, ça se partage, ça ne fait pas de nous de mauvais humains. Les seules valeurs finalement qui pourraient faire de nous de mauvais humains, c'est de penser que certains humains n'ont pas le droit d'exister, sous motif de. Heureusement, tout le monde ne pense pas ces choses-là. Effectivement, cette honte, cette sensation un peu silencieuse où quelque part on se met un peu de côté, on se rejette soi-même ou on se sent rejeté de la société, effectivement, elle va inévitablement influencer notre relation à nous-mêmes et aux autres. Oui, au point que, ben, du coup, effectivement, ça peut amener un vrai isolement. Alors, ben, ou si on mettait des gros mots d'aujourd'hui, phobie, phobie sociale, agoraphobie, enfin voilà, on peut mettre des mots pathologiques, mais un isolement. Parfois aussi, ben, du coup, on va moins s'isoler et en même temps, on va se dissocier, se cliver de certaines facettes de nous. Finalement, presque comme si, je vais utiliser un mot fort, mais on enterrait certaines facettes de notre identité, tu vois, et du coup, on devient une espèce de autre nous, mais avec des facettes de nous qui seraient, bah voilà, quasiment mortes. Et du coup, ça veut dire que la personne ne peut pas délivrer tout son potentiel, hein, globalement. On a le harcèlement. Le harcèlement aujourd'hui, hein, qui fait que quand plusieurs personnes, finalement, je vais faire vraiment quelque chose d'énorme. Mais si tout le monde se moque de toi parce que tu as un nez, j'ai même pas dit qu'il est gros ou petit, voilà, c'est tu as un nez. Mais finalement, tu vas finir effectivement par te dire que ça va pas. Effectivement, tu dois pas te montrer parce que tu dois avoir un vilain nez. Donc c'est le système de harcèlement. La relation aux autres, bah, la relation aux autres, c'est que déjà tu es isolé, tu deviens le bouc émissaire, hein, c'est la théorie du bouc émissaire derrière. Et possiblement, bah alors tu vas te refaire faire le nez. Ou alors on sait qu'on peut arriver à des situations bien plus dramatiques que ça. Donc, qu'est-ce que ça fait en termes de relation? Ça fait qu'effectivement, je m'isole, mais je peux aller jusqu'à des actes irrémédiables hein, vis-à-vis de moi. Et ou, de temps en temps, on peut avoir l'effet inverse, alors qui est bien ou pas bien. Des fois, nos jeunes nous disent, ben, j'ai changé de camp. Pour pas être harcelé, je suis devenu le harceleur. Donc, finalement, je vais faire quelque chose qu'à la base, je considère comme
honteux d'ailleurs. Ce n'est pas bien d'harceler, mais pour ne pas être celui qu'on méprise et qui est malmené, je vais changer de camp. Je vais devenir un autre moi en vérité. Hein. Je répudie quand même des facettes de mon identité. Et dans ces cas-là, la relation aux autres, ben c'est de toute façon c'est moi qui vais malmener les autres. Et dans tous les cas, la honte, ça amène quoi en termes de relation aux autres? On est aux antipodes de la relation, justement. C'est quelque part, on est dans un dominant-dominé, on est dans un non-sens, finalement, moi je vais dire relationnel. Ça n'est pas de la relation, c'est juste, j'essaie de sauver ma peau face aux autres. Du coup, j'ai envie de dire attention aux petites chicaneries d'enfants, notamment dans les familles où une famille ricane sur justement le nez de l'un, les cheveux de l'autre, et que finalement ça laisse des traces qui sont beaucoup plus durables qu'on ne l'imagine, en fait. Oui, complètement. Souvent, les gens sont surpris quand on révèle que un tel a honte parce que, par exemple, de la couleur de ses cheveux ou de la forme de ses oreilles. Oh, mais on rigolait. C'était la petite boutade en famille, puis après c'est la petite boutade à l'école. Sauf que quand c'est répété et qu'il y a effectivement une stigmatisation toujours sur une zone qui est quoi, qui est atypique, qui est différente, mais aucun humain ne ressemble aux autres, hein, on revient à l'histoire de la norme, ben ça fait du mal. Et par nature, par essence, le corps, il n'est pas normé. D'accord, on a deux jambes, deux bras, tu vois, on se ressemble pour la plupart. Et en même temps, normalement, on devrait être réjoui de toute cette différence et cette différenciation. Et c'est vrai que la honte, elle vient prendre racine beaucoup sur l'incapacité d'une grande partie d'entre nous à accepter la différence et la différenciation. Si on revient autour des valeurs, est-ce que nous pourrions dire que ceux qui connaissent pas bien leurs valeurs ou qui se connaissent pas suffisamment eux-mêmes, justement, peuvent nier, sans le savoir, des choses qui sont finalement profondément ancrées en eux? On va prendre un exemple, quelqu'un qui est profondément curieux, par exemple, qui a vraiment ce talent-là et qui finalement par sécurité, s'organise une vie très très normée, que cette personne, elle se sente pas à l'aise dans sa vie parce que finalement, elle a nié ou renié ce qu'elle était au fin fond d'elle. Oui, oui, très juste. Et alors, j'aime beaucoup ton exemple, Raphaël, parce que je rappellerai que la curiosité, la gourmandise, enfin, il y avait plein de choses qui étaient considérées comme de gros et vilains défauts, avoir des péchés, alors que, bah, d'ailleurs, par essence, par nature, le petit humain, il est curieux. Bien Et sûr. alors, pareil, faut rappeler que toutes les deux, on a un certain âge, dont on n'a absolument pas honte, hein, d'ailleurs. Mais quand on était plus jeune, on disait que des fois, les enfants étaient des curieux, qu'ils avaient une curiosité malsaine. On tournait tout de travers. Et d'où il y aurait une curiosité malsaine? La curiosité, par essence, elle est saine, effectivement. Ce que ça montre aussi, c'est que il y a eu des époques où on a validé, comme tu disais, certaines valeurs. La curiosité, c'est même identitaire, hein, et certains laissaient courir le fait que non, c'était pas bien. Donc, bah, on le tait, on le tapit. Et effectivement, on est en manque d'une facette de soi. Alors, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Parfois, une partie de la vie. Mais le fait est que, du coup, on va pas donner tout son potentiel. Et c'est le risque, d'ailleurs, de devenir intolérant à la curiosité des autres. Puisque on doit tenir caché, tapis dans l'ombre cette facette de nous. Là, possiblement, on va être agacé, très énervé, et on va reprocher, voire on va humilier ceux, tu vois, qui exploitent cette facette-là. Donc, quand tu disais connaître ses valeurs, oui, c'est d'ailleurs ben, un vrai travail sur nous, donc c'est la curiosité par rapport à nous-mêmes, et c'est aussi l'engagement à connaître bien les autres pour pouvoir accepter que autrui n'a pas forcément les mêmes, ne partage pas tout à fait les mêmes. Absolument, parce que c'est ce qui fait la richesse de la diversité d'ailleurs. Oui, et de notre humanité, hein, c'est comment est-ce qu'effectivement on peut tous être différents et en même temps être ce merveilleux melting pot où on devrait tous être curieux les uns des autres. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Et en couple aussi. Tous les matins se relever, hein, pour tous ceux qui sont en couple, se relever le matin en disant je suis curieux de mon conjoint, qu'est-ce que je vais découvrir de lui aujourd'hui? C'est un de mes grands leitmotivs. Si on continue sur la honte, quelles sont les stratégies un peu inconscientes qu'on met en place pour ne pas se sentir ou montrer notre honte? Finalement, la grosse stratégie, c'est l'évitement.
C'est caché. On dit évitement parce que c'est le mot qu'on utilise la plupart du temps. À une époque, on parlait aussi de déni. Bon, j'essayais d'utiliser plutôt renier ou répudier parce que déni ou évitement, d'ailleurs, les gens, des fois, disent c'est volontaire. Ben, étrangement, non, c'est même pas volontaire, c'est presque du domaine du réflexe. Justement, c'est des stratégies. Tu disais, elle est silencieuse, oui. Très vite, on fait taire des facettes de nous, mais sans en avoir vraiment conscience quelque part pour se sauver la mise et parfois des fois aussi pour sauver la vie. Parce qu'il y a encore des pays, Raphaël, où si on osait dire d'ailleurs certaines de nos valeurs au fond de nous, ou ce que l'on est, ou à certaines époques quand on avait certaines maladies, les maladies dites vénériennes à l'époque, ben de toute façon, on savait que globalement, on serait éjecté du genre humain. Donc c'est des stratégies d'évitement où on met un voile dessus, voilà, on met un chapeau dessus et puis on avance, au point d'ailleurs que parfois on finit presque par oublier réellement qu'on a ces facettes-là. Ça se trahit plutôt et ça se traduit dans tu vois, dans des réflexes et notamment vis-à-vis d'autrui, à ne pas supporter telle ou telle facette de la personne en face. Je vais reprendre un exemple qui peut parfois être un peu douloureux. On va prendre une jeune femme qui a son premier rapport amoureux qui se passe pas très bien, du coup qui développe une espèce de honte de son corps parce qu'elle s'est pas trouvée à la hauteur. Alors on va pas parler des standards de la pornographie qui viennent se mettre là-dedans parce que ça peut se mettre chez les hommes aussi et ça je les ai largement entendus qui se sentent pas à la hauteur et du coup qui disent oh bah de toutes les manières moi la sexualité c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas et du coup qui mettent ça de côté en disant ça ne m'intéresse pas. On est dans ce mécanisme de honte justement et d'évitement. Complètement. À la limite, j'allais dire, là, tu vois, c'est presque mentalisé quand même, hein. Donc ça peut se dialoguer, se discuter. Ce qu'il y a, c'est que des fois, ça ne peut même pas se parler. Tellement c'est honteux, ça ne peut pas se parler. Et tu as ajouté quelque chose de fondamental là. Un élément de plus qui montre à quel point la honte, elle se cache et c'est très fin pour pouvoir le décoder. Parfois, on n'est pas à la hauteur de quoi? Mais juste, même, alors il y a des normes, comme tu dis, il y a des standards, mais des fois, on n'est pas à la hauteur de choses qu'on avait un peu idéalisées, surjouées dans sa tête, parce que le cerveau humain, il est génial, il est très puissant, il peut imaginer des trucs, on pourrait tous être des super-héros. Voilà, hein, et en même temps, quand on revient à la réalité de nos corps, du fonctionnement des relations humaines, j'ai presque envie de te dire, on est forcément un petit peu déçu, hein, et y compris quand tu disais les films, les pornos, tout ce qu'on nous projette, c'est une forme de rêve, hein, ou de cauchemar, mais en tout cas qui n'est absolument pas accessible. Quand on revient à notre corps humain et à notre simple humanité, j'allais dire, souvent on est déçu. Et ce sentiment de déception, il peut effectivement évoluer vers une honte plutôt que la déception. Normalement, c'est une forme de tristesse. Ok, bon bah c'était pas si fun et en même temps, bah, on va s'en remettre et on tâchera de faire des trucs sympas quand même. Non, c'est finalement on a ces idéaux qui sont déçus, puis après on se cache et puis cette tristesse, elle va devenir une forme de honte. Et comme tu dis, bon bah allez, on va se convaincre que ça n'est pas intéressant. Voilà, on va aller vers une forme de désintérêt, comme si justement le cerveau il essaie de se convaincre lui-même. Non, voilà, c'est pas pour moi. Ce qui fait que on a aussi derrière ce qu'on était en train de dire, c'est la déception. Normalement, ça serait censé être de la tristesse, mais la tristesse peut évoluer vers la honte, par exemple. Donc, certaines émotions non reconnues, non validées suffisamment à temps, peuvent aussi ne pas se dire, et après on peut finir par avoir honte même de certaines émotions. On peut aussi t'avoir dit, oh bah Raphaël, tu pleures. Mais qu'est-ce que c'est que ça de pleurer? Pardon, hein, je le fais en sketch, hein. Donc tu vois, c'est la tristesse va devenir une émotion honteuse, donc je la mets de côté. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans mon ton? J'y reviens parce que on l'a évoqué un petit peu, c'est une forme de mépris. Qu'est-ce qui amène dans la honte? C'est le regard, le ton méprisant, humiliant, hein, si on utilise un autre mot. Tu parlais d'humiliation tout à l'heure, c'est de l'autre. L'autre, d'ailleurs, pourquoi il serait mieux que toi, l'autre? Et comment il serait mieux que toi, ce qui est bien ou pas bien? Et hop, je me lance. Maintenant qu'on a fait tout un tour sur les mécanismes de la honte, mieux comprendre la honte, ce que c'était, je voudrais qu'on avance sur un peu la transformation parce que, ok, elle est là cette honte, mais comment peut-on apprivoiser et traverser la honte? Parce que finalement, c'est comme les autres émotions, c'est un sentiment, c'est naturel de ressentir de la honte, donc c'est bien, ça nous donne des indications, mais par quoi faut-il commencer? Je souris parce que tu dis c'est naturel. Non, normalement, naturellement,
si on était bien accompagné, on aurait à peine à la ressentir parce que normalement, il n'y a pas de honte d'être un humain, d'avoir des incapacités, d'avoir besoin d'aide, d'avoir des émotions. Donc, il y a même des gens, Raphaël, je crois, dans la population qui ne la ressentent pas. Et ça, c'est plutôt génial. Tu vois, c'est qu'effectivement, ils ont été accompagnés et on a normalisé le fait qu'un humain, c'est très imparfait. Et voilà, puis ça a des travers. Pour ceux qui l'ont, la première étape, normalement, c'est de pouvoir en parler. Et pour pouvoir en parler, faut-il trouver à qui en parler? Puisqu'on a dit, la grande spécificité, c'est que ça t'écarte du genre humain. À une époque, peut-être qu'on serait aussi allé se confesser. Alors, peu importe la religion, hein, c'est pas mon propos, hein, mais du coup, se confesser, c'était aussi possiblement pouvoir aller dire à quelqu'un dont on ne craignait pas forcément le jugement et on ne craignait pas son regard méprisant, de pouvoir dire les choses. Le fait est que pour sortir de la honte, il faut pouvoir aller dire à quelqu'un ce qu'il y a tellement à nos yeux de plus obscur de nous, quelqu'un dont on a l'assurance qu'il ne va pas nous juger, nous mépriser, ou nous dire oh là 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 là, t'as fait ça, voilà, alors là, tu t'imagines, alors là, c'est terminé, quoi, voilà, c'est le discrédit total. Donc, pour sortir de la honte, un de mes mentors disait, on entre dans la honte par un tiers honnisseur qui nous fait entrer dans la honte. On se fait honte à soi-même par rapport à notre corps et on sort de la honte parce que quelqu'un nous tend la main. Et c'est assez juste, ça me plaît beaucoup, ça c'est effectivement, quelqu'un nous tend la main, ça veut dire que possiblement je vais commencer à dire quelque chose et ça veut dire que l'autre doit avoir l'intelligence de dire, et peut-être il y a plus. Et de temps en temps, d'oser aussi dire, donner un petit peu de soi et dire que nous aussi, hein, moi j'allais dire, Raphaël, je peux te dire que le bac de français, pendant les 4 heures, j'ai pas voulu sortir. Quand je suis sortie, je me suis fait pipi dessus, j'ai dû reprendre le bus avec mon pantalon tout mouillé. Quand j'avais 17 ans, tu vois, c'était se dire. Et sortir de la honte, c'est aussi, bah, parce que nous, on a fait le chemin, quelqu'un nous a réintégrés en disant, et oui, c'était pas mon heure de gloire ce jour-là, mais bah, effectivement, je me suis fait pipi dessus. En même temps, je m'en souviens encore, et de pouvoir montrer que, mais oui, on est faillible. C'est normal de pas être à la hauteur la première fois, mais justement la première fois de tout. Parce qu'une première fois, par définition, on ne sait pas faire. Donc normalement, tout le monde devrait normaliser. Une première fois, elle sera imparfaite et il vaudrait mieux en rire. Alors heureusement, j'ai passé mon bac de français qu'une seule fois, donc je me suis fait pipi qu'une seule fois dessus. Voilà. Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce tiers à qui on peut s'exprimer, on peut dire, on sait qu'on va être écouté, qu'on va être soutenu. Je dirais même, nous, notre job de thérapeute, il est là aussi. Quand je vois le nombre de fois des personnes que j'accompagne qui me disent, mais attendez, je vous dis des choses, j'ai jamais parlé à personne. Exact. Et je me dis, là, la confiance, elle est là. La personne sait qu'elle peut parler, qu'elle va être écoutée, entendue, qu'elle ne sera pas jugée et que je n'en parlerai pas. Oui. Donc, il y a quelque chose d'aussi très contenant, en fait, pour les personnes qu'on accompagne. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui ressentent cette espèce de honte qui peut être comme un étau à l'intérieur, hein, parfois. Osez aller en discuter avec un tiers, peut-être loin de votre famille, loin de votre cercle, qui va vous permettre de pouvoir expurger. Car rien que le fait d'en parler, ça aide terriblement. Oui, et tu vois, tu disais ça étreint parce qu'effectivement, une des manifestations possibles de la honte, c'est des trous de mémoire, des comportements dissonants, des crises d'angoisse. Donc, elle peut se cacher hein, derrière plein de manifestations. Et possiblement, on peut être la première personne à qui on se confie. Donc, ça veut dire effectivement, il faut pouvoir se fier et se confier à un autre qui, derrière, d'ailleurs, va être en relation quelque temps encore avec nous. Parce que ce qui est important, c'est pas j'ai honte, je viens, excuse-moi l'expression, je viens déverser en une séance tout ce que j'ai à dire, que je considère comme honteux de moi, et puis après, il n'y a pas de relation. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir dire à quelqu'un et de savoir que la relation bah, thérapeutique, notamment, ou amicale, elle va durer encore un temps, et ce qui guérit, c'est de s'apercevoir que cette chose que j'ai dite, elle n'a pas changé le regard que tu as sur moi. Parce que il y a un travers pour beaucoup de gens, c'est de penser que si je vais voir un thérapeute, on va l'appeler comme ça, que je déverse tout, et puis qu'après je reviens pas, bah, je suis débarrassée de ma honte. Bah non. Non, non, parce qu'effectivement, je l'ai dit une fois, mais ça ne suffit pas. Parce qu'après, ça doit se dire, se gérer. Et tu le disais, nous,
possiblement on est les bonnes personnes. Et souvent, quand ça a trait à une relation avec autrui, avec la famille, avec son amoureux, eh ben, nous, on va aider aussi à pouvoir le dire, reconnaître que ben non, c'est pas si honteux, c'est juste au-dessus du genre humain qui est comme ça, et que la personne, elle puisse re-raccorder avec elle-même et avec d'autres. C'est ça aussi tout l'enjeu. C'est des fois, moi, en rigolant, je dis, les thérapeutes, on n'est pas des déversoirs ou des poubelles. Voilà, pour jeter ce qu'il y a, parce que ça n'aide pas la personne. C'est dans l'intimité d'une relation qui va durer, et le moment génial, c'est quand la personne, effectivement, est capable de vérifier après, mais tu fais une séance, elle dit des choses qu'elle a considérées comme honteuses, et qu'après, elle te dit, oh, j'avais un petit peu de tension à revenir vous voir, je me demandais si vous aviez changé votre regard sur moi, et qu'elle s'aperçoit qu'en réalité, non. Voilà, on a les mêmes yeux, on la considère toujours autant. Il y a des mots forts que je vais utiliser, mais sortir de la honte, ça veut dire être réhabilité. Voilà, c'est retrouver de la considération, du crédit. Donc, je pense que vraiment pour certaines personnes, le mot réhabilitation, il est pas trop fort. C'est tout à fait ça. Et c'est une réhabilitation au long cours et avec des suites de relations. C'est pas, je balance le truc et c'est fini. Réhabilitation de son corps, réhabilitation de ses valeurs. En fait, c'est redonner de la vie à la personne quelque part. Complètement. C'est très juste. Moi, je crois qu'une part qui est dans la honte, c'est une part qui est en train de mourir, hein, finalement, qui disparaît. Il y a un très bon antidote à la honte. Je sais plus qui me l'a dit, c'est pas de moi, hein, c'est un de mes mentors. Voilà, et vraiment, je trouve ça très très beau. C'est le meilleur antidote. Je pense que c'est quand on m'a formé en psychotraumatologie, parce qu'il y a beaucoup de honte dans les gens qui ont vécu des traumas. On m'a dit le meilleur antidote à la honte, c'est l'humilité. Il s'agit d'être humble et de savoir qu'un humain, c'est imparfait. Voilà. Ouais. Et c'est la posture qu'on demande en psychotraumatologie. Donc je crois que si tous, y compris les parents, on est humble en apprenant à nos enfants que c'est génial qu'ils vont être performants dans certains domaines et en même temps soyons humbles. On n'est qu'humain, alors on peut pas être bon partout en mettant moins de pression. Une société qui serait un peu plus humble à l'époque où on est dans la performance. Et on peut être très performant en étant humble. Mais l'humilité, c'est être capable de se dire, OK, on est chouette à certains endroits, puis à d'autres, on est imparfait. Et c'est Mhm. une condition humaine qui est comme ça. Mhm. C'est Brené Brown, tu sais, cette psychologue américaine que j'aime tant, qui travaille beaucoup autour de l'imperfection. Elle dit que la honte ne peut survivre à l'empathie. Et j'aime beaucoup cette phrase. Il y a quelque chose de, voilà, celui qui sait écouter, qui montre que son regard ne change pas quand l'autre vient se confier. Effectivement, c'est une des belles antidotes de la honte, hein. Oui, oui, oui. Et c'est l'empathie, ça va avec l'humilité, le sens de l'autre. Alors, c'est peut-être pas le mot, je sais pas, qui plaira à tout le monde, c'est l'acceptation de notre condition humaine. Tout à l'heure, j'ai fait exprès de prendre des exemples très bateaux que tout le monde peut connaître et en même temps qui nous ramènent juste à notre corps humain, hein. Regarde finalement un enfant qui fait un paix en classe. Alors, ça va faire rire tout le monde, ça doit être désamorcé par l'adulte, mais ça peut aussi le mettre dans la honte. Et t'as des gens finalement qui après finalement ne vont plus oser sortir de chez eux parce que possiblement ça peut arriver. Mhm. Sauf que ça arrive à tous les humains aussi. Tu vois, c'est reconnaître, bon, ben, le fonctionnement humain, il n'est pas tous les jours hyper glorieux, hyper gracieux, et en même temps, c'est comme ça que ça marche, la machinerie humaine. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui rougissent sont des personnes qui ressentent de la honte? Possiblement, c'est une traduction, effectivement, de la honte qui fait que ils essaient de se taire et en même temps, leur corps, leur visage le trahit. Presque envie de dire, tant mieux si les gens rougissent parce qu'au moins, après, on pourrait travailler dessus. C'est quoi cette manifestation là? En même temps, il y a une grande partie des gens, ils rougissent même pas. Et c'est là, c'est quand on dit, c'est quand ça devient étanche, tu vois, quand tu peux plus le voir. Et normalement, d'ailleurs, quand on est petit, un petit quand on se moque de lui, oui, il va avoir tendance à rosir ou à rougir. Et c'est là tout de suite qu'on devrait réagir. Et même s'il met pas les mots, j'ai honte, parce qu'il est petit, dire, ah, qu'est-ce qui se passe là? Je vois que tes joues, elles deviennent rouges. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Souvent, on peut avoir tendance à dire à un enfant qui mange salement en lui disant, mais t'as pas honte de manger comme ça à ton âge? Oui, Euh, T'as pas honte de faire pipi dans ton lit à ton âge? Donc, il y a quelque chose qui est stigmatisant, qui est difficile à entendre. oui. Et on est arrivé à une époque où, tu vois, sous motif qu'on on pourrait sculpter son corps, comme si on allait tout contrôler dans le corps. Le corps, ça ne se contrôle pas. Donc forcément, si on imagine qu'un corps, ça doit être parfait,
pas de paix, pas de pipi, pas de tout ça, tu vois, c'est un non-sens. Dans ces cas-là, on va tous devoir sortir du genre humain. Et on fait beaucoup de mal. Le corps humain, ça ne se contrôle pas. Ça se régule, hein, et on fonctionne avec. Et une grande partie de la honte, effectivement, souvent on pense aux valeurs. Et ça, la plupart des gens le pensent. Moi, j'aimerais que les gens gardent aussi le fait que une des plus grandes hontes, elle est par rapport à notre corps. Et que là, c'est dès la petite enfance qu'on doit faire très attention à ça. Le corps humain, il est à la fois merveilleux et certainement imparfait. Mais ça nous rassemble tous. Mhm. Mais alors du coup, je reprends un exemple, un enfant qui fait pipi dans son lit, il peut ressentir de la honte parce qu'il se rend bien compte qu'il n'est pas dans la norme. Dans ces cas-là, l'attitude d'un parent, c'est dire, j'imagine que tu dois avoir un peu honte d'avoir fait pipi dans ton lit, mais t'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent. Allez, on lave les draps et on n'en parle plus. Ça serait pour toi une bonne attitude? Ça serait une bonne attitude, mais à la limite, il n'y a même pas besoin de mettre le mot honte parce qu'il est trop difficile pour un enfant. Souvent, s'il y a justement eu des bonnes attitudes des parents autour du corps, ça va être l'enfant, il va pas avoir honte. Il va juste avoir peur que tu sois en colère parce que tu vas encore laver les draps. Tu vois, donc finalement, normalement, on ne devrait pas atteindre le stade de la honte, c'est qu'il y a déjà eu des prémices de rejet du corps ou de la petite personne. C'est que normalement, bah oui, j'ai peur que tu sois en colère. Possiblement, j'ai peur d'aller te réveiller, donc je vais pas oser te réveiller pendant la nuit. Donc c'est plutôt, je me sens en faute, parce que pas coupable pour un enfant, mais ouais, je perçois que j'ai commis une erreur et en vérité, le parent doit venir normaliser que ben le corps c'est pas vraiment une erreur quoi. C'est de temps en temps on ne maîtrise pas tout et ben réfléchissons ensemble. Peut-être on boit un peu moins le soir, peut-être que faut penser à se lever la nuit. Voilà, on va chercher des solutions. Et on Mhm. n'est pas censé arriver, tu vois, au stade de la honte Au déjà. stade de la honte. Du coup, en fait, cette honte, quelque part, elle naît du regard des autres vis-à-vis de nous ou du regard qu'on peut avoir par rapport à soi-même, oui, toujours avec ces normes un peu environnementales qu'on a autour de soi, mais que finalement, c'est quelque chose qui apparaît après et on peut très bien vivre sans honte. Exact. Si on a les bonnes émotions, les bonnes sensations et les bonnes réactions en face, normalement, on n'est pas censé, tu vois, arriver à la honte. Donc, en résumé, la honte, c'est un sentiment qui survient quand on se sent jugé ou exposé. Deuxièmement, c'est un frein à la relation à soi-même et aux autres. Et troisième point, je dirais que c'est un signal à écouter parce qu'il vient dire beaucoup de choses sur nous et ça peut être une entrée qui est vraiment précieuse sur l'estime de soi, de renouer et de réavoir de l'estime de soi-même. Oui, et tu dis quelque chose d'extrêmement important là, Raphaël, c'est que travailler la confiance en soi, l'estime de soi, quand on n'y arrive pas, bah, faut penser à aller au niveau du dessous. C'est s'il y a de la honte, de toute façon, on ne peut pas bâtir une estime de soi et une confiance en soi correcte. Alors, la carte de 2 minutes de bonheur cette semaine nous propose de, si jamais je ressens un petit sentiment de honte, d'aller un petit peu gratter pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et enfin, la petite mousse de la semaine, elle nous vient de Frédéric Lenoir, donc assez philosophe, mais qui nous dit, avec quand même beaucoup de pragmatisme, que la honte est un poison qui ronge l'estime de soi, un mur invisible qui nous isole des autres. C'est très joliment dit. Merci Angélique de Merci. cet éclairage autour de la honte et avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.